de la pensée. Alors, concernant certaines questions, il reprend toujours cet aspect intellectuel des choses, parce qu'il dit, par ailleurs, nous voulons aborder intellectuellement la question politique. Alors, on se demande intellectuellement, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, il me semble que ces deux citations de Servat poussent à s'interroger sur le fait de penser, puisqu'on peut se dire, en fait, tout le monde pense. Pourquoi se demander, pourquoi vouloir que les gens pensent? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et il me semble que la question, c'est bien qu'est-ce que penser, mais c'est aussi comment et pourquoi, en deux mots. Pourquoi penser? Donc, en vue de quoi penser? Alors, cette question revient à se demander quel est le rôle de l'intellect. Alors, bien sûr, la racine est latine, grecque. L'intellect, ce n'est pas l'intellectuel, puisque le mot intellectuel lui-même ne signifie pas la même chose pour tout le monde. Bon, on suppose que les intellectuels sont justement ceux qui utilisent leur intellect. Bon. Alors, maintenant, les intellectuels sont donc mathématiciens, ils font des sciences, ils font voilà, toutes sortes d'activités intellectuelles. Mais en même temps, si on s'arrête à ça, on ne comprendrait pas l'injonction de Servat, et qui précise d'ailleurs, toujours dans l'éditorial du premier numéro du Discours guadeloupéen, que le premier défi à relever est celui de penser. Et il ajoute, entre parenthèses, mais la parenthèse est de taille, par soi-même. Bon. Alors, donc, penser par soi-même, qu'est-ce que c'est? Alors, penser en se disant qu'on est capable de penser parce qu'on est un homme. Mais en même temps, on sait bien qu'on peut être intellectuel et pratiquer, ou en tout cas penser dans son activité d'intellectuel, à cette fameuse maxime de Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais on sait aussi qu'il y a des intellectuels qui n'ont que faire donc de cette maxime et dont l'unique souci est d'être efficace. Alors le mot gestion, justement, est d'ailleurs très à la mode. On parle de gestion, de management, on manage tout. Et on gère même des personnes. C'est d'ailleurs le problème que connaissent les personnels de l'éducation aujourd'hui. Et on parle alors de ressources humaines. Mais en même temps, on pense aussi à ce qui se passe à France Télécom, quand on se contente de gérer des personnes. Bref, le pourquoi penser doit donc, semble-t-il, compléter le comment penser. Et l'intellectuel véritable est peut-être celui qui dépasse cette dimension pour penser son rôle dans la société. Donc cette dimension donc de simplement être efficace sur une question donnée. Il se doit donc de réfléchir sur toutes les problématiques concernant celle-ci. Alors, de plus, l'injonction de Servat donc à penser concerne, et ça c'est très clair dans tous ses écrits, l'homme ancré dans une culture qui se réalise ici et maintenant en tant qu'homme dans cette culture, et ce dans toutes les dimensions de son être. Je cite encore Servat, toujours dans cet édito. Il s'agit pour nous de tenter de soumettre aux exigences de l'esprit la réalité guadeloupéenne dans ses dimensions les plus variées. Entre parenthèses, politique, historique, sociologique, économique, psychologique, culturelle, ethnologique, etc. Alors, partant de là, donc ce que je vais tenter dans cet exposé de montrer, c'est qu'il semble qu'on puisse trouver dans de nombreux textes de Servat une ligne, on va dire, rectrice de toute action à quelque plan que ce soit. Alors, agir donc en se demandant toujours si l'action qu'on réalise concerne l'humain. Ben alors, vous voyez, l'humain, on a toujours dit c'est abstrait, c'est bon, voilà, mais ici et maintenant. Donc celui, alors dans d'autres interventions avant moi, je crois qu'il a été question de ça, celui qui est là, qui a un point de vue sur le monde, mais qui est le sien, qui est là au moment où il vit, là où il vit. Alors, maintenant, ça m'a aussi amené à m'interroger sur la question du sens. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on agit, en vue de quoi? Et être intellectuel, c'était un petit peu ne pas vouloir être moralisateur. Donc le mot moral était devenu un petit peu tabou chez certains intellectuels. Et on a commencé à faire une assimilation entre éthique et morale.
Donc on remplace le mot moral par le mot éthique, ça fait mieux. Mais les philosophes eux-mêmes ne sont d'ailleurs pas tout à fait d'accord là-dessus. On ne sait jamais vraiment trop de quoi il s'agit quand on parle d'éthique et de morale. Mais je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est pas vraiment directement lié, mais un petit peu quand même. Alors, il me semble que de ce point de vue-là, pour savoir finalement, est-ce qu'il faut faire une distinction, qu'est-ce que la morale, etc., ben finalement, Kant, le philosophe Kant, est peut-être d'un grand secours. Et il m'est revenu d'ailleurs que Raoul, à certaines époques de sa vie, a pu se faire taxer de kantien. Vous savez comment on a cette manie de vouloir toujours cataloguer quelqu'un, de dire il est ci, il est ça. Bon. On comprend en tout cas que la racine grecque qui permet de comprendre ce qu'est la philosophie dite pratique de Kant est le verbe pratein, le verbe grec pratein. Et ce verbe, justement, signifie tout bêtement agir. Et on comprend du même coup que l'action humaine peut être intrinsèquement morale, puisque l'homme est capable de s'interroger sur le sens de ses actions, sur en vue de quoi il agit. Donc voilà pourquoi d'ailleurs on peut parler de relativité des valeurs. Certains cherchant à s'interroger sur les valeurs qui seraient peut-être universalisables, en tout cas le plus universalisables. C'est donc cette préoccupation qui me semble a animé Servat pendant une bonne période de sa vie. Ça veut dire, lorsqu'on agit, quel que soit ce qu'on fait, lorsqu'on pense, comment penser et être un homme, mais dans la dimension spécifique qui caractérise l'humain. Alors, je prends des petits exemples tout bêtes. Au plan professionnel, il avait ce souci-là, puisque son souci était d'amener ses élèves. Donc, j'ai travaillé avec Servat pendant plusieurs années à Mandalone. Nos salles de classe étaient contiguës. Et il avait donc ce souci d'amener ses élèves à trouver par eux-mêmes le chemin de ce qu'il appelait le questionnement essentiel, et parfois en les provoquant. Et l'exemple que j'ai en tête, c'est celui, donc, le jour où il s'est mis à leur parler des bonobos. Bon. Alors, les bonobos qui font l'amour pour se remercier de tout. Donc, les élèves étaient un peu interpellés, surpris, mais en même temps, c'était pour les obliger à réfléchir sur le fait que l'acte sexuel en lui-même n'est pas condamnable, même si on a pu vouloir le faire penser dans un certain contexte judéo-chrétien. Donc, ça veut dire que ça oblige les élèves à revenir sur un certain nombre de choses qu'ils pensaient et qu'ils croyaient être des vérités, entre guillemets. Donc, Raoul obligeait toujours ses élèves donc, à ne pas accepter la réalité et considérait qu'il convenait en permanence de s'interroger sur celle-ci, et ce à tous les niveaux de l'existence, que ce soit pour la conduite de sa vie, que pour celle de la cité. Je vais prendre un exemple personnel aussi. Raoul était quelqu'un qui était capable d'accompagner toute une soirée une collègue qui devait être respectée le lendemain, qui avait besoin donc de travailler. Donc il était capable de passer la nuit à travailler avec cette collègue, ou bien de répondre à n'importe quelle association qui l'invitait à débattre, hein, comme disait sa fille tout à l'heure, débattre dès lors qu'il s'agissait justement d'agir en cherchant à promouvoir la dimension qui prend l'homme, ou plutôt l'humanité, comme horizon de l'action. On retrouve donc, il me semble, dans les écrits de Servat, aussi bien donc, au plan individuel, qu'au plan des relations interpersonnelles, qu'au plan collectif même, ce souci qu'il qualifiait lui-même du devoir-être. Et alors on peut relever un paradoxe, puisque le devoir-être, c'est pas ce qui est, mais en même temps, quand j'agis toujours par rapport à ce que je dois, à ce que je crois qu'il doit être. Donc, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il était nécessaire pour Raoul de procéder à une critique permanente en questionnant sans cesse la réalité qui doit donc toujours être pensée par l'homme et pour l'homme. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la politique suppose d'avoir le sens du pays. Alors, et le politicien véritable est celui qui doit avoir le sens des responsabilités, de la mesure, parce qu'il doit s'interroger en permanence sur la finalité de ses actions. Alors, c'est en ce sens donc qu'on peut considérer la philosophie de Raoul comme une anthropologie critique, puisque, on l'aura compris, la seule vraie question a toujours été pour lui, qu'est-ce que l'homme?
Donc, cette idée que la nature véritable de l'homme échappe à toute science. Alors, il m'est donc venu à l'esprit que Raoul s'étant nourri des philosophes divers, il y aurait donc peut-être des sources et des prolongements de cette préoccupation qui semble donc animer Servat et qui le poussait à distinguer une vérité théorique et une vérité pratique. Et je vais essayer d'approfondir cette idée que sa philosophie relève bien de l'anthropologie, non pas entendue au sens des sciences humaines, mais du point de vue philosophique, mais qu'elle se veut aussi critique par rapport à celle-ci, puisqu'elle constitue une sorte de syncrétisme, si on peut dire, qui permet, en cherchant bien, d'établir des ponts entre des conceptions philosophiques aussi éloignées l'une de l'autre que celles, par exemple, d'Aristote et de Kant. Alors, la philosophie de Raoul, je disais, donc, pourrait être considérée comme une anthropologie critique, dans le sens où il ne s'agit pas seulement de penser l'homme comme un être naturel, mais métaphysique. C'est-à-dire, donc je l'ai dit, qu'il ne peut pas se réduire à sa nature physique. Donc il ne peut, en aucun cas, être objet de science en tant que tel. La préoccupation du philosophe est donc autre que celle du scientifique. Et le scientifique ne peut prétendre pouvoir ne considérer l'homme que comme un objet à étudier, de science, puisque Aristote déjà disait qu'il n'y a de science que d'objets, mais l'homme n'est pas un objet parmi les objets, et ça concerne donc tous les compartiments de l'existence humaine. Et on trouve, alors, Aristote, puisque il m'a semblé trouver des recoupements entre ce que pouvait penser un philosophe comme Aristote et Raoul, et Aristote d'ailleurs distinguait dans l'éthique à Nicomaque la vertu éthique et la vertu dianoéthique. Bon, pour aller vite, on va dire que raisonner, c'est pas forcément être raisonnable. Alors, et Kant, lui, sommet constamment, enfin assommait d'ailleurs, la raison spéculative à reconnaître ses limites. Et une des phrases en tout cas fétiche de Servat, c'était « quid juris ?» De quel droit? Alors Kant le dit comme ça en latin aussi. Et cette phrase, en fait, signifie que la raison ne peut, donc la raison théorique, ne peut prétendre pouvoir rendre compte de tout, même si elle permet d'appréhender le réel, même si elle permet de produire une explication de celui-ci. En fait, il s'agit bien de distinguer les deux ordres. Mais justement, les distinguer, c'est aussi se demander, est-ce qu'il y a nécessairement rupture entre eux ou est-ce que l'un empiète sur l'autre? Et de ce point de vue-là, la position d'Aristote et celle de Kant sont complètement différentes parce que justement, alors, bon, pour rester sur Aristote, on trouve par exemple une manière propre à ce philosophe de penser la vérité pratique, d'articuler l'intelligence aux circonstances, d'enraciner l'intelligence dans une culture vivante. Et donc l'humanité, à exprimer, consisterait à articuler ces deux dimensions. Alors qu'on va appeler l'intellective et l'éthique, si vous voulez. Bon. Alors, et le mot grec, c'est le mot phronésis. Alors au départ, c'est vrai que j'avais voulu intituler mon intervention Raoul Servat, phronimos des temps modernes. Alors on s'est dit phronimos, bon, voilà. Mais en fait, ça vient de ce concept qu'on trouve chez Aristote, la phronésis, qui a été traduit par le mot prudence, mais qui est quand même beaucoup plus complexe que ça. Et cette phronésis indique la capacité pour un agent de s'adapter aux circonstances. Aristote l'a défini comme la capacité d'aimer le vrai, de tout faire en vue de lui. Alors finalement, il y aurait dans toute action humaine une cause qui serait la seule vraiment efficiente. Je parlais d'action humaine. Et la cause vraiment efficiente serait bien la cause finale. Ça suppose donc une sorte de sagesse des limites. Je reprends là un terme de Paul Ricoeur dans un livre, dans un article qui s'intitule « À la gloire de la phronésis ». Donc Ricoeur parle de la sagesse des limites. Il dit que cette phronésis parle d'équilibre, de limites, d'humeur
tragique dans une certaine situation de délabrement à la fois conceptuel et existentiel. Et on sait qu'il y a beaucoup d'interprétations qui ont été faites, donc des concepts qu'on peut penser assez flous, qu'on trouve notamment dans le livre 6 de l'éthique à Nicomachie d'Aristote, mais il semble cependant que celui-ci contient quelque chose de déterminant concernant l'agir humain. Il a donc effectivement été question de réévaluer ce concept de phronésis dans le néo-aristotélisme contemporain, qui a pu apparaître comme une alternative à la fois au formalisme kantien et à l'empirisme anglo-saxon. On a dénoncé, par exemple, la colonisation des sciences humaines par la mathématisation de la nature. Donc tout le monde sait, on sent bien que les sciences sont humaines parce qu'elles ne sont pas sciences naturelles. Ça semble être une évidence. Et Gadamer parle également d'objectivisme. Alors jusqu'où peut aller cet objectivisme, ou encore de vérificationnisme, on critique aussi le méthodisme. Donc on voit bien qu'il y a des enjeux contemporains au plan philosophique à travers ce concept de phronésis. Et je vais m'appuyer à nouveau sur Ricoeur pour dégager un petit peu ces enjeux. Alors selon lui, le premier, c'est l'insistance sur le rapport de l'intelligence pratique aux situations singulières. Et on retrouve justement, dit Ricoeur, ce parallélisme aristotélicien entre l'aesthésis et l'équité. Le deuxième enjeu serait la valorisation d'une manière d'argumenter non démonstrative, proche de la rhétorique. Michel en a un petit peu parlé tout à l'heure. Où la pensée opinante, la pensée calculatrice, la pensée législative doivent trouver l'universel mais approprié à une situation singulière. Et le troisième enjeu serait l'enracinement de la réflexion philosophique dans une pratique préalable, dans une culture vivante. Et à cet égard, l'exemplarité du phronimos est mise en valeur, c'est-à-dire celui qui justement agit à partir de la phronésis. Et donc le lien avec alors le phroné, désolé de ne pas employer le mot grec, mais il n'y a pas vraiment de traduction, c'est cette manière d'agir qui se rapporte à la phronésis, donc d'agir prudemment. Alors on a pu traduire ça aussi par une sorte de juste milieu chez Aristote, de trouver la chose adaptée à la circonstance précise, alors qui n'est ni dans un extrême ni dans un autre, mais qui cherche par tous les moyens à correspondre au mieux à la situation donnée. Alors, et donc, il semblerait que la pratique politique relève justement de ce phonème tragique. Et on pourrait parler, dans ce cas-là, d'une rationalité, non pas d'imitation, où les concepts ne sont pas encore déjà donnés, mais d'une rationalité de constitution. L'homme, dans le champ de l'action éthique, doit réaliser une entente avec la situation qui se fait dans l'événement de l'appropriation. Mais c'est dans le monde même où il déploie ses actions, on pourrait dire ici et maintenant. Donc on comprend pourquoi tout le monde relève le fait que Servat était préoccupé par la réalité guadeloupéenne. C'était la Guadeloupe, c'était là où il vit, c'était là où il est, là où il existe, qu'il peut donc justement réaliser cette dimension humaine. C'est l'homme donc qui produit les conditions d'accomplissement de son existence. Contrairement justement aux animaux, puisque ces conditions sont naturelles pour eux. L'homme, au contraire, il peut ou il doit se placer dans une inquiétude authentique à l'égard de ce qu'il fait au moment où il le fait. Parce que nous ne sommes pas des animaux. Donc, la question du sens. Alors, et mon idée justement, c'est que Servat pourrait être considéré comme un phronimos des temps modernes. C'est-à-dire celui qui ne renonce jamais à cette dimension proprement humaine, qui fait que la vérité est bien d'ordre pratique, même si au plan théorique, attention, elle garde tout son sens. Mais le moyen n'est pas la fin. La règle ne peut pas remplacer le cas. On peut penser aussi que les vertus intellectives s'enracinent dans les vertus de caractère, de mœurs, et ne peuvent se réaliser elles-mêmes que dans une culture donnée. D'où
cette remise en question constamment de ce qui est donné ou de ce qui serait transposé et qui voudrait éclairer une réalité qui, elle, nécessiterait d'autres concepts pour la pensée. Alors, si on revient sur la définition qu'Aristote donne de la phronésis, ça serait une disposition accompagnée de règles vraies, capable d'agir dans la sphère de ce qui est bon ou mauvais pour un être humain. Et cette référence à l'humain semble effectivement persistante, puisqu'Aristote ajoute, par conséquent, donc là ce sont ce que je dis là, ça sort de, enfin, ce sont des extraits de l'Éthique à Nicomaque. Par conséquent, la prudence est nécessairement une disposition accompagnée d'une règle exacte, capable d'agir dans la sphère des biens humains. Alors on retrouve constamment cette référence. Il s'agit donc d'agir au mieux, d'inventer, s'il le faut, tout ce qui permet de réaliser l'homme le mieux possible. Mais l'homme, là où il est, ancré dans sa culture, vivant à un endroit précis, donc j'ai dit pour aller vite, ici et maintenant. Il ne s'agit pas non plus de donner la même valeur à tous les possibles. Il s'agit de déterminer ce qui, dans toute action humaine, fait qu'elle est humaine. Ce qui fait qu'elle a un sens du point de vue humain. Et finalement, la question est de savoir qu'est-ce qu'une action sensée. Qu'est-ce qui donne son sens à une action humaine? Alors, il semble que dans l'action humaine, la fin apparaît à l'agent, mais que la fin apparaît aussi dans l'action elle-même. Et que les actions humaines ont une intelligibilité qui leur est propre. Car agir, c'est choisir et délibérer, c'est faire être une autre espèce de vérité, c'est donner une figure pratique à la vérité, et c'est affirmer que la vérité est aussi à faire. D'où la volonté donc de trouver ce qu'il convient là, ici et maintenant pour agir. Donc, on pourrait penser donc que la conception de Servat s'oppose, et on y arrive donc, à l'esprit positiviste de soumission à l'expérience. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut situer les critiques qui ont pu être faites aux sciences humaines, de manière un peu polémique, quand il dit contre les sciences humaines, puisqu'il est capable en même temps de dire « je ne suis pas contre les sciences humaines, elles ont leur raison d'être ». Mais il s'agit de comprendre quelque chose d'essentiel et qui semble échapper à certains, entre guillemets, c'est comme ça qu'on les appelait, scientifiques humains. Alors, il y a donc une confusion qui serait faite par ces analystes entre l'universel et le particulier. Penser dans leur cas, donc l'injonction à penser s'adressant à eux, consisterait à remettre en cause les vérités établies, justement, en ne voulant pas analyser à tout prix une réalité nouvelle avec les mêmes outils conceptuels qui ne sont donc pas adaptés à cette réalité. L'homme ne peut donc être envisagé comme un objet parmi les objets, il ne peut et il ne doit jamais être considéré comme objet de science. Et donc les scientifiques humains, je répète, je reprends la terminologie de Raoul, ratent quelque chose d'essentiel. Et le temps de la pensée consiste, semble-t-il pour Servat, justement à sauver l'homme des sciences humaines, à le sauver, c'est-à-dire à le considérer d'un point de vue éthique finalement. Et donc on comprend bien que la dimension méta ou supra, tout ce qu'on veut, on n'a besoin d'aucune religion pour pouvoir la comprendre, ni même de choses complètement abstraites, mais c'est simplement le fait que l'homme est celui qui n'est jamais un être qui vit dans la nature, mais en fait tous les philosophes l'ont dit, il vit devant la nature, etc. Bref, il ne peut jamais être considéré comme un simple objet. Et c'est une chose qu'il ne faut jamais perdre de vue, ni au plan individuel, ni au plan collectif surtout. Donc finalement, la question qui se pose à Servat est celle du sens. Il s'agit pour lui d'interroger le sens de la question. Tout à l'heure, on a vu pourquoi c'était toujours la question de. C'est toujours des questions. Hein. Les réponses, alors c'est vrai que c'est une démarche propre aux philosophes, mais les questions sont importantes. Il s'agit de savoir qu'est-ce qui donne son sens à la question. Donc finalement, qu'est-ce qui vaut la peine d'être pensé dans la question? Il s'agit de trouver ce qui permet donc de fonder son action pour lui donner un sens humain.
Mais ce sens humain ne peut se trouver que dans une culture donnée. Donc le temps de la pensée, finalement, c'est celui où on prend en compte dans sa réflexion cette dimension supranaturelle qui fait que l'action humaine a une portée proprement humaine et qui demande de penser non pas simplement le réel, mais de penser l'homme agissant parmi d'autres hommes. Cela signifie aussi que cette dimension est propre à tout homme, je l'ai dit, où qu'il soit, quel qu'il soit. L'universel d'ailleurs, comme aimait à le dire Raoul, étant dans le particulier. C'est pourquoi il s'est toujours agi pour lui de penser sa réalité d'homme guadeloupéen, la réalité des hommes vivant sur ces petits morceaux de terre qui constituent l'archipel guadeloupéen. Les études guadeloupéennes, justement, ont dès l'abord consisté en un questionnement, en une réflexion sur ce qui constitue à proprement parler la réalité guadeloupéenne. Il s'agit non pas de plaquer la réflexion, donc je le disais, valable pour d'autres contextes que le nôtre, en confondant d'ailleurs ce qui relève de l'universel et ce qui relève du particulier, mais de nous constituer et de nous instituer en tant que peuple. Et d'ailleurs, la formule de Raoul, « Penser le pays nôtre », relevait justement de cette volonté de faire advenir ce qui doit être. Et malgré les tentatives pour aliéner au sens propre un peuple, c'est-à-dire le faire devenir autre que ce qu'il est, il semble que c'est bien d'ailleurs ce que signifie l'assimilationnisme. Il se manifestera toujours, ce peuple, donc en tant que tel, à l'insu même de ceux qui pensaient qu'il n'existait plus. Et quoi qu'on dise, il me semble que même les plus assimilationnistes, à un moment, pendant le mouvement de 2009 en Guadeloupe, ils ont dû reconnaître que ce n'était pas la foule qui était dans les rues, mais le peuple guadeloupéen. Alors, mais attention, comprendre la pensée de Servat, c'est aussi comprendre qu'il ne s'agit pas de s'enfermer dans un nationalisme étroit, de se replier sur soi, mais au contraire de s'ouvrir au monde en s'assumant en tant qu'homme avec sa différence, sans cependant l'ériger en droit. Il s'agit donc de savoir comment penser sa culture en retrouvant donc l'universel dans le particulier. C'est la raison pour laquelle le droit à la différence est, selon Servat, un non-lieu théorique. Il n'y a pas de différence entre les hommes. Il y a une identité des cultures. Il ne faut pas confondre donc l'universalisation pathologiquement obtenue, qui relève de la volonté de devenir autre, que je connais, en pensant qu'on s'universalise en adoptant une culture étrangère à la sienne, et l'universel véritable. C'est pourquoi il n'y a pas d'humanisme blanc et il n'y a pas d'humanisme nègre, selon Servat. Ça lui a valu d'ailleurs quelques incompréhensions, me semble-t-il. Donc l'universalité est dans le particulier, et il y a bien un principe du genre humain. Alors, on trouve cette idée-là chez certains auteurs de l'Antiquité, notamment un type qui s'appelle Panétius de Rhodes. Mais attention, cette humanitas dont il s'agissait renvoie à un homme aristocratique de l'Antiquité, puisqu'on avait des sociétés clivées, alors que Servat, lui, le pense comme un universel, indépendamment donc de la distinction à faire donc, entre les hommes. Le différentialisme, donc, est un mépris de soi, c'est une soumission à l'autre. Et par exemple, Raoul expliquait que cette formule est tout à fait aberrante selon lui, dire « nous sommes français mais majeurs ». Revendiquer sa différence, ça revient à se nier en tant qu'homme, à cautionner le racisme notamment. La culture de la différence consiste à accepter implicitement l'état de minorité, en refusant de s'assumer en tant que peuple. Car mais majeur, cela signifie bien qu'on a d'abord été mineur. Ce qui pour Servat est aberrant, puisque les hommes ayant vécu avant nous en ces lieux avaient leur messe et l'habitude, dont découlent les nôtres, justement. C'est pourquoi Servat aimait aussi reprendre cette idée qu'on trouve aussi bien chez Jacques Roumain que chez Simone Schwarzbach, cette idée qu'il n'y a pas de petit pays, il n'y a pas de petit peuple. On comprend alors pourquoi l'universel se donne à voir dans toute réalité humaine. Et l'existence de l'homme se constitue à travers sa capacité à faire société
en se constituant comme peuple, c'est-à-dire un groupe d'hommes partageant une culture commune et se réalisant humainement quelque part. Les rapports donc entre les hommes se doivent d'être régis par d'autres formes de lois que les lois régissant la nature, et ce sous toutes les latitudes. Il s'agit donc d'être soi-même, d'inventer, on l'a dit, s'il le faut, les concepts permettant de penser sa réalité propre. Voilà pourquoi il faut se mettre à penser dans tous les domaines, y compris le domaine esthétique, et je n'aurai pas le temps de développer ici ce que Raoul a ébauché, ou en tout cas qu'il a travaillé à travers le concept d'art total. Je crois que M. Rovelas est mieux placé que moi d'ailleurs pour le faire. Mais ça explique aussi la préoccupation constante de Raoul sur la chose politique, la question notamment de l'autorité politique. Alors, je termine. De ce fait, dans le domaine politique, justement, si on s'y attarde quelque peu, il s'agit toujours de démontrer qu'une société ne peut se constituer sans loi, et que l'existence et la survie du peuple dépendent de sa capacité à se doter d'une constitution. La loi, c'est ce qui permet de régler les rapports entre les hommes. D'où l'article de Servat sur la sauvagerie. Donc cette loi, la loi est indispensable et elle atteste justement de cette existence suprasensible de l'homme capable d'agir selon des fins ou selon des valeurs. Elle ne peut donc s'établir sur le même mode que celui, celui des lois qui régissent la nature. Ainsi, le véritable intellectuel serait celui dont la posture spéculative est adossée à une posture morale. Aristote, dans le livre 6 de l'Éthique à Nicomaque, parle de la manière qu'a l'âme d'être dans le vrai. Cela implique donc des positionnements qui ne peuvent transiger avec la vérité. Mais, justement, quelle vérité? La vérité éthique est à distinguer de la vérité scientifique ou théorique. Le problème de certains scientifiques humains, justement, c'est qu'ils ne font pas cette différence, ou bien qu'ils la croient inexistante. Il s'agit donc, en fait, de procéder à l'examen du fondement de l'idée de pratique. De se demander est-ce qu'il y a une coupure entre la vérité, ou est-ce qu'il peut y avoir une coupure entre la vérité et la vérité pratique. Alors, si on revient sur cette comparaison entre Kant et Aristote, de ce point de vue, Aristote a parlé, on a dit, d'une raison intuitive, d'une raison différente de la raison intellective. On a vu que le concept central est celui de phronésis, et l'idée c'est qu'il y a toujours un universel qui est donc approprié à une situation particulière, et que bien penser, finalement, c'est bien raisonner pour bien agir. Et c'est bien cette démarche qui semble caractériser la philosophie de Servat, pour qui, justement, les outils de la pensée sont à aiguiser sous toutes les formes. Il a même écrit, d'ailleurs, il a même commencé un fascicule destiné aux élèves qui s'intitule « Les chemins de la pensée ». Donc la démonstration, l'argumentation, toutes les formes de pensée sont bienvenues, mais attention, rien n'est donné à l'avance. Il faut faire l'effort de penser par soi-même quand il s'agit de comprendre la réalité humaine. La raison, donc, peut se constituer elle-même pour agir au mieux. Donc, le juste milieu, si on revient à cette phronésis, consisterait à agir comme on le doit, au moment où on le doit. Kant, quant à lui, parle de cette capacité de l'homme à agir selon une loi morale. Et agir est le maître mot ici, puisque le formalisme qu'on reproche à la morale de Kant occulte justement le fait que celle-ci ne vaut que dans l'action, et que par rapport à mes rapports avec d'autres hommes, dans le rapport que j'ai avec eux. Donc la raison pratique est bien celle qui est à l'œuvre lorsque je fais des choix pour agir. C'est donc bien dans l'action que l'éthique prend un sens. On pourrait aussi citer la différence que fait le philosophe contemporain Habermas entre la raison communicationnelle et la raison stratégique. Le rapport de l'homme aux choses, on l'a compris, n'est pas le même que celui de l'homme à d'autres hommes. Alors, et j'aurais terminé. Alors, on voit donc que pourquoi on pourrait penser que Servat se faisait bien l'écho, ou pourrait, me semble-t-il, se faire l'écho de cette phronésis, puisque c'est bien le rapport de l'intelligence pratique aux situations singulières. C'est donc bien la valorisation d'une manière d'argumenter non démonstrative, mais qui concerne justement des enjeux éthiques et qui peut aussi se donner à voir dans toutes les formes d'expression humaine, notamment dans l'art.
Donc, la pratique politique relève de, on a dit, c'est le produit de l'histoire. Donc, on ne peut faire l'économie de l'histoire, d'où l'importance qu'a la mémoire pour Servat. Et on a vu cette forme qu'a pris ses écrits à travers, justement, le texte cité tout à l'heure, La Voix, qui n'est ni un texte argumentatif, ni un texte poétique, mais qui en même temps contient tous ces éléments à la fois. Alors pour finir, donc, dans tous les cas, hein, ce que je peux dire, c'est qu'il s'agit de penser l'essence même de l'agir humain. Donc de penser ce dont il s'agit dans l'agir, pour le dire comme Heidegger. Pourquoi on agit comme on agit dans un espace-temps donné est différent à chaque fois, mais qui a toujours pour viser la meilleure réalisation de l'humain. De quoi peut-on s'indigner, hein, serait peut-être la question aujourd'hui. Et on peut dire que Servat montrait à chaque fois cette dimension pratique, c'est-à-dire morale de l'agir, à tous les niveaux, en s'indignant à chaque fois qu'il le fallait, mais aussi en cherchant à faire au mieux son métier d'intellectuel, en osant s'attaquer à toute réalité, de quelque bord qu'elle soit, qui nierait l'être de l'homme. Il y a donc une dimension pratique de l'agir qu'on retrouve chez Servat, notamment à travers la critique qu'il fait des sciences humaines. Cette dimension, on l'a dit, se retrouve aussi dans la philosophie de l'action de Kant, ou même dans celle d'Aristote, malgré justement les constructions complètement différentes élaborées par ces philosophes. Il s'agit de comprendre donc que la raison pratique concerne l'action humaine, capable de se doter de fins qui leur donnent un sens. Et c'est justement cette distinction que faisaient déjà les Grecs entre la poiesis et la praxis. Ça veut dire que produire, ce n'est pas agir. Ce qui se joue donc, c'est la question de la finalité, de l'envie de quoi, du sens même de l'activité humaine, en fonction du bien souverain, du bonheur, ou à défaut, du mieux-être de la collectivité. D'où ce sens du pays qui a donc taraudé Servat toute sa vie, convaincu qu'il était, tout comme Aristote, que l'homme, et je reprends sa propre formule, l'homme est un zoon politikon. Il reprenait cette formule en grec pour bien insister sur cette dimension qui fait que l'homme ne peut vivre qu'avec d'autres hommes. D'où l'importance que prennent toutes les réflexions de Servat sur la société, son fonctionnement, les rapports des hommes, et puis surtout la question de l'autorité politique. Il y aurait, alors, pour finir donc, le bien agir est à lui-même sa fin, et il me semble que cette rectitude que j'ai évoquée, qui concerne à la fois l'effort d'être soi-même et de penser par soi-même, à partir de ce qu'on est, mais de concert avec le reste de l'humanité, me semble bien faire de Servat un philosophe qui a une ligne de pensée et d'action repérable et nourrie sans doute à la pensée d'autres philosophes l'ayant précédé. J'ai qualifié celle-ci d'anthropologie critique, dans la mesure où elle ne se contente pas d'envisager l'homme comme un simple objet d'étude, mais comme la seule valeur qui semble pouvoir être considérée comme un absolu aujourd'hui. Mais justement, l'originalité de Servat consiste à ancrer celui-ci dans une culture et à faire de la philosophie un art de vivre, s'appuyant sur la force de la pensée vraie, aussi bien au plan théorique qu'au plan pratique. Je vous remercie et je m'excuse d'avoir été un peu long.